nous a rejoint, second invité politique, c'est Brice Hortefeux. Bonjour Brice Hortefeux, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Député européen, membre des Républicains, Pascal Jalabert du groupe EBRA, qui est toujours à mes côtés. Brice Hortefeux, est-ce que les Républicains peuvent parler de victoire ? Bon, bien sûr, on est préoccupé par soi-même, c'est humain, mais enfin, d'abord ce scrutin nous encourage à formuler plusieurs observations et surtout à tirer un certain nombre de leçons. Ça a été dit et répété à juste titre, mais la très faible participation est un sujet majeur. C'est pas simplement lié au Covid, c'est pas simplement lié aux conditions d'organisation des votes, c'est pas simplement lié au fait que seulement 15% en réalité des communes étaient concernées. C'est un problème. Et les plus grandes villes qui s'abstiennent généralement. Et c'est un problème qui s'inscrit dans la durée. Ça signifie qu'il y a certainement des questions à la fois de fond et de forme. Les questions de forme, c'est peut-être faut-il faire évoluer la manière de voter. Aujourd'hui, tout se fait de manière sur le téléphone et ainsi de suite. Peut-être qu'il faut faire évoluer le système de vote sur Internet, peut-être. Où il y a de différentes Vous êtes favorable au vote par Internet ? En tout cas, je suis favorable à ce qu'il y ait une participation civique qui soit plus forte parce que ça confère davantage de légitimité. Aujourd'hui, la plupart des maires sont élus en fait avec 20% du corps électoral. Il y a un problème de légitimité, d'incarnation. Bon. Le vote obligatoire aussi, non, moi, j'y suis pas favorable parce que, par tempérament, je suis pour la liberté. Donc, le vote obligatoire, ça veut dire que c'est encore punitif. Donc, on a déjà l'écologie qui est totalement punitive, puisque c'est des interdits, des impossibilités. Bon, voilà. Et puis, donc, je suis pour la liberté, mais il faut qu'il y ait un système sur la forme qui soit sans doute plus souple. Et puis, surtout, il y a une vraie question de fond. Moi, je suis un peu déçu qu'on n'en parle pas. C'est que la démocratie, elle se nourrit de la confrontation des idées, de la confrontation entre des majorités et des oppositions. Et la réussite d'Emmanuel Macron en 2017, qui je pense n'était qu'un leurre, c'est précisément d'essayer de gommer tous les clivages. Et donc, il faut qu'il y ait des clivages, il faut qu'il y ait des débats. C'est de la confrontation que naît le progrès, qu'avancent les idées. Et donc, à vouloir tout aseptiser, finalement, on se dit à quoi ça sert ? On n'est ni écouté, ni compris. Alors justement, vous parlez de confrontation. Est-ce qu'une nouvelle confrontation n'est pas en train de s'installer avec, d'un côté, l'écologie qui est un thème central, ceux qui disent qu'il faut faire plus, il faut moins de voitures, il faut moins de carbone, il faut moins d'activité industrielle, et puis de l'autre côté, d'autres qui disent on ne peut pas faire la transition aussi vite. Est-ce qu'il n'y aurait pas une fracture à la fois territoriale et sociologique ? Oui, je pense que vous avez raison, mais pardonnez-moi, je réponds quand même à la première question. C'est sur les Républicains, je dis juste simplement... J'allais y revenir, vous inquiétez pas. Mais c'est pour ça que je ne doutais pas, mais je vais essayer de répondre dans l'ordre. Concernant ma famille, les Républicains, il y a une réalité qui est une réalité que personne ne peut contester, c'est que nous sommes aujourd'hui la première force des territoires. Nous sommes d'ailleurs la première force au Sénat, nous sommes la première force d'opposition à l'Assemblée, mais nous sommes sans doute la première force militante, mais nous sommes la première force des territoires, et plutôt d'ailleurs dans les villes moyennes que dans les grandes villes, encore que, mais c'est cette réalité. On parle beaucoup de Perpignan, mais ça ne fait que cacher la forêt, puisqu'en réalité, le Rassemblement national avait une dizaine de villes. Ils ont une dizaine de villes, bon, très bien. Vous parliez de 56% des villes de plus de 9000 habitants à l'issue du premier tour. Ce matin, c'est combien ? Je n'ai pas le détail, mais c'est ce qui est confirmé, si vous voulez. C'est qu'on est là, les Républicains sont aujourd'hui la première force des territoires. Est-ce que ça veut dire que pour autant tout est réglé ? Non. Et il y a une troisième leçon de ce scrutin, c'est le désastre du pouvoir en place. Ça a été dit, à juste titre d'ailleurs, mais il y a cette réalité, c'est que jamais, depuis le début de la Ve République, le parti du président n'obtient un aussi faible résultat à l'occasion d'un scrutin municipal. J'écoutais hier, comme vous certainement, le responsable du parti présidentiel, et il avançait le fait qu'il y aurait sans doute 200 maires qui seraient en marche, donc du parti présidentiel. Oui, mais écoutez, vous vous rendez compte, il y a 36 000 communes. Et puis la plupart, c'était des gens qui étaient déjà là. Il n'y a qu'une conquête. Leur succès sont par ceux qui étaient là avant. Comment vous l'expliquez, vous, cet échec de
la majorité Ah ben moi, présidentielle. je l'explique parce que, vous savez, l'accumulation d'échecs, ça n'aboutit que très très rarement à un grand succès. Vous avez eu un échec social avec la gestion catastrophique des Gilets jaunes, qui s'éternisait, enfin, on n'a jamais vu cela, à vrai dire, dans la durée. Vous avez un échec sanitaire, parce que, évidemment, on avait tous les soirs les commentaires du professeur Solomon nous expliquant que tout allait très bien et que les autres, ça allait très mal, mais la réalité, il y a une enquête qui a été assez intéressante, qui a été publiée sur les 32 pays de l'Union européenne, vous savez, mais y compris des petits territoires, le Liechtenstein, tout ça, mais il y a 32 pays. On est classé 26e en matière de gestion de la crise sanitaire. 26e sur 32. Vous vous rendez compte? Et on a eu 5 à 6 fois plus de morts en proportion que la plupart de nos voisins. C'est un échec sanitaire spectaculaire. Si c'est nous qui le disons, peut-être qu'on peut dire ils sont dans l'opposition. Non, c'est le propre ancien directeur général de la santé qui lui-même a dénoncé la médiocrité de la gestion de la crise. Et puis vous avez, troisième élément, cette perspective de difficultés économiques qui s'additionnent et que les Français anticipent parfaitement. Vous savez, on sait qu'on a un recul de notre richesse de 12%, 12% du PIB en recul. On sait qu'on va avoir à la fin de l'année 12% de chômeurs. On sait qu'on va avoir une des dettes les plus impressionnantes du monde occidental. Donc, échec sanitaire, échec social, échec économique et financier à venir. C'est assez logique que le pouvoir soit sanctionné, mais il a été sanctionné. Si on vous écoute, c'est un échec national, c'est pas un échec local. Moi, écoutez, vous savez, quand on vote, on ne vote pas pour défendre les oiseaux à l'échelon local et puis sur un autre sujet au niveau national. Non, c'est un bulletin de vote, ça a toujours une signification, bien sûr locale et bien sûr aussi nationale. Donc c'est un échec sans précédent, il y a historique pour le pouvoir en place. Voilà cette réalité. Bon, alors vous dites les Républicains sont la première force dans les territoires. Vous avez quand même du mal à parler de victoire. Et pour cause, on va parler de Marseille. Marseille qui a de fortes chances de basculer à gauche après 25 ans de Jean-Claude Gaudin. Est-ce que pour vous, Marseille est encore gagnable ce matin ? Je n'en sais rien. J'imagine qu'il doit y avoir des discussions, puisque à Marseille, celui qui gagne ne gagnera que par des alliances. Il n'y en a aucun qui peut gagner tout seul. Donc il faudra passer des alliances. Qu'est-ce que ça veut dire, des alliances ? Moi, je me méfie de l'utilisation de ce mot, parce que ça peut laisser entendre des discussions d'arrière-boutique, de couloir, tout ça. C'est pas ça. C'est essayer de se mettre d'accord. Est-ce que si Martine Vassal, au troisième tour, passe un accord avec Samia Ghali, ça vous choque ou pas ? Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord sur un projet commun. S'ils se sont mis d'accord sur un projet commun et que ce projet commun est majoritaire en nombre d'élus, c'est assez logique que la victoire revienne finale à Martine Vassal. Mais je n'en sais rien. Mais en tout cas, à Marseille, ce que je sais, moi je ne suis pas marseillais, je suis provincial, je suis élu en Auvergne, mais je regardais les yeux écarquillés. Cette division de la droite marseillaise, c'est absolument invraisemblable. C'est ça que vous payez à Marseille pour vous, cette division ? Vous savez, l'union, c'est pas la garantie absolue du succès, mais c'est souvent une des conditions. Et voilà, on en a la démonstration. Alors pour revenir à la question que je vous ai posée sur l'écologie, aujourd'hui, ce sont vos principaux adversaires ? On va voir d'abord comment ils vont être confrontés à la réalité. Moi, je vous le dis, je ne suis pas particulièrement rassuré quand j'entends les grands principes. Moi, je viens de rappeler que j'étais provincial. Moi, je suis obligé, comme beaucoup de Français, de me déplacer. Bon, quand on nous dit qu'il ne faut pas d'avion, ensuite, il faut, mais attention, il ne faut pas de TGV non plus, hein. Attention, il ne faut pas, surtout pas, hein, parce que les Verts, c'est pas d'avion, pas de TGV. Et qu'on nous explique que maintenant, sur autoroute, il va falloir rouler à 110 km/h, il y aura naturellement, d'ici 2 ans, un génie des Carpates qui nous expliquera qu'il faut rouler à 90 sur les autoroutes, enfin, bon, et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas envie particulièrement d'être doublé par les hérissons. Bon, donc, je suis, honnêtement, je vous le dis, un peu inquiet. Mais maintenant, il faut qu'ils soient confrontés à la réalité de l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas simplement des postures, ce n'est pas simplement des formules, ce n'est pas simplement des slogans, ce n'est pas simplement des promenades comme la jeune fille en bateau ici ou là. C'est une gestion du quotidien, une gestion municipale. On verra comment ils gèrent particulièrement, par exemple, la circulation ou la protection d'un certain nombre de choses. Vous doutez de leur capacité à gérer des villes, des grandes villes ? Écoutez, les électeurs, vous savez, dans une démocratie, il faut s'incliner devant les électeurs. Par définition, l'électeur a raison. Donc les électeurs ont choisi, ils ont choisi dans un certain nombre d'endroits des élus écologistes. Bien, écoutez, maintenant, ils sont élus, qui gouvernent, et puis on observera
comment ils règlent les problèmes précisément, les problèmes sociaux à l'échelon de leur commune, les problèmes d'éducation à l'échelon des compétences communales, comment ils règlent les questions financières et budgétaires qui vont être sont des rendez-vous extrêmement difficiles à venir avec la crise que nous avons vécue et que nous vivons encore. Donc il y aura tout cela et on jugera sur pièce. Et vous savez, il y a quelques années, c'était pas les écologistes, c'était le Front National. Ils avaient gagné Toulon. Et on avait dit, il faut qu'ils montrent comment ils gèrent une grande ville. Ils l'ont montré, ça a été une catastrophe. Et naturellement, il y a eu l'alternance la fois d'après. Observons comment font les Verts quand ils sont à la tête de villes importantes. Allez, puisque vous parlez du Front National, un mot sur Perpignan. En 2014, Jean-Marc Pujol avait battu Louis Alliot. Hier, c'est l'inverse. Louis Alliot a battu Jean-Marc Pujol, le candidat des Républicains. Est-ce que Marine Le Pen a raison de dire que le Front républicain vit ses derniers moments ? Écoutez, d'abord, Marine Le Pen, je suis intéressé qu'elle intervienne sur Perpignan, parce qu'elle ne s'est pas déplacée à Perpignan, qu'il n'y avait pas d'étiquette du Rassemblement national à Perpignan. C'était une campagne, à mon avis, assez localisée. Et c'est surtout l'arbre qui ne doit pas cacher la forêt. Le Front National avait une dizaine de villes. Mais c'est l'échec des Républicains de ne pas avoir réussi à battre Louis Alliot. Mais à partir du moment où on est battu, ça ne peut pas être un succès. Vous avez raison, je ne peux pas là-dessus vous démentir. Mais enfin, c'est cette réalité, c'est que le Front National est aujourd'hui dans l'impuissance territoriale. Voilà, le succès de Perpignan ne peut pas masquer cette réalité. Partout, et ils avaient présenté moins de listes que la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y avait moins de potentiel humain. Et donc, ils sont aujourd'hui dans la situation dans laquelle ils étaient en 2014, une dizaine de villes. Alors, Jean-François Copé et d'autres ont dit que la droite a encore tout à faire dans les 2 années à venir. Vous êtes d'accord avec ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, nous ne partons pas de rien, heureusement. Nous sommes la première force militante, sans doute, je le disais, première force au Sénat, première force d'opposition à l'Assemblée, première force régionale, première force aussi à l'échelon départemental. Donc nous avons un socle fort, important, et qui nous permet certainement de rebondir. C'est la première chose. Deuxièmement, il faut que l'on incarne un courant. On ne peut pas gagner des élections si à un moment donné on n'est pas porteur d'un courant. Donc il faut qu'il y ait l'incarnation d'une ligne qui est une ligne qui doit être une ligne responsable, crédible. Et je pense qu'aujourd'hui la vie publique s'articule autour des partis de gouvernement et des partis protestataires, entre guillemets. Bon, c'est encore cela, ce clivage. Bon, nous devons être parti de gouvernement, c'est-à-dire être capable de gérer sans tomber dans les schémas, les caricatures, et ainsi de suite. Bon. Et puis, il faut qu'il y ait une incarnation. Le moment venu, bien sûr, si vous avez une force territoriale, militante, ainsi de suite, si vous incarnez un courant d'opinion et si vous avez quelqu'un pour incarner ce courant, eh bien, je pense qu'on a fait l'essentiel du chemin. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes encore pas là. Vous savez, on a perdu en 2017 de manière absolument incroyable. L'actualité nous le rappelle, mais enfin, on a eu un débat présidentiel qui était totalement escamoté, et donc sans doute un résultat qui a été faussé. Donc c'est normal que nous ayons été traumatisés, puisque pour la première fois depuis le début de la Ve République, le candidat que nous soutenions n'est pas arrivé à être finaliste. Donc c'est un choc extraordinairement dur et violent dans une démocratie, et donc il faut se préparer à ça. Mais ça n'enlève pas la question de fond. On ne peut gagner, on ne peut rebondir, c'est valable pour nous comme pour tous les autres, que si on est utile. Si on est inutile à la vie de notre pays, on est balayé. C'est à nous de montrer que l'on est utile à la vie démocratique en étant ce que j'appelle moi aujourd'hui une opposition positive, c'est-à-dire... Est-ce que cette utilité, vous pourriez la montrer dans le prochain gouvernement? Est-ce que s'il y a remaniement, c'est bien qu'il y ait des LR qui rentrent au gouvernement ou pas? Moi, personnellement, je n'y crois pas. D'abord, ça a été fait, refait en 2017. De toute manière, c'est débaucher tel ou tel. Édouard Philippe, c'est une victoire de la droite au Havre? Il est maire... Il était maire élu sous l'étiquette UMP. Il a décidé de quitter sa famille politique pour voguer vers Matignon. C'est un choix personnel. C'est pas moi personnellement comme ça que je conçois la vie publique, mais en tout cas c'est un choix personnel qu'il a fait. Mais enfin au Havre, pardon de vous dire, je serais habitant du Havre. Vous aviez le choix entre Édouard Philippe et le candidat communiste soutenu par la France Insoumise. Franchement.
avec vous auriez voté avec les convictions qui sont les miennes, je me vois mal soutenir, il est certainement très sympathique, le député Lecoq, mais enfin, a priori, spontanément, je suis prêt à porter mon soutien. Voilà. Et merci beaucoup. Merci. Brice Hortefeux d'avoir été avec nous ce matin.